Le lendemain matin, j'avais déjà oublié le sérieux diagnostic que j'avais reçu la veille. Ma mémoire me jouait des tours. J'étais encore bien consciente, toutefois, que j'étais victime d'un trouble de l'humeur du postpartum. Quand Gerhard, ma mère et Elliot arrivèrent à ma chambre, je remarquai tout de suite que Gerhard transportait avec lui des bagages. Il m'annonça alors qu'il avait décidé de rester avec moi toutes les nuits, le temps de mon hospitalisation. Il avait donc apporté un lit de camp et la literie nécessaire à son installation dans ma chambre. Heureusement, cette dernière était suffisamment spacieuse pour accueillir un deuxième lit. J'étais heureuse et rassurée de savoir qu'il serait avec moi presque en tout temps. C'est la visite impromptue de l'insensible psychiatre de la veille qui l'avait incité à s'organiser pour rester le plus possible avec moi. Il voulait éviter que je me retrouve une fois de plus seule lors de la visite d'un médecin et ou d'un psychiatre qui ferait le suivi sur ma condition. Il voulait tout savoir en même temps que moi. Ma mère m'avait aussi apporté du linge de rechange et quelques produits de beauté, puisque j'en avais assez d'être vêtue de la jaquette d'hôpital. Je m'empressai donc de prendre une douche et d'enfiler une vraie tenue. Je pris même le temps de me maquiller un peu. Je me sentis aussitôt mieux dans ma peau, voire même sexy. Je dois avouer que j'aimais bien le look de ma poitrine de nouvelle mère. Des seins plus volumineux faisaient bien mon affaire. Bref, juste le fait de m'être changée et d'avoir soigné mon apparence eut un impact positif sur moi. Je me sentis plus saine d'esprit. Quand une infirmière se présenta à ma chambre, je profitai de l'occasion pour lui demander si elle pouvait enlever le petit tube intraveineux que j'avais encore sur la main, bien que je ne fusse plus branchée à un soluté. Il m'agaçait et il me causait parfois un peu de douleur. Elle me répondit qu'il était mieux que je le garde au cas où j'en aurais encore besoin. Je dus faire avec. Ce tube sur ma main, combiné à mon bracelet d'hôpital, était encore la preuve que j'étais une patiente sous traitement, bien qu'il me semblât en avoir de moins en moins l'air. Mon humeur prenait du mieux. Mes émotions ne jouaient plus autant en montagne russe. Pour être un peu plus active et me permettre de me changer un peu les idées, je commençai à prendre quelques marches dans les corridors près de ma chambre, avec Elliot bien blotti contre moi dans mon porte-bébé. J'avais besoin de ces instants, seule avec mon bébé, pour me prouver que, malgré mon état fragile, j'étais quand même capable de faire quelque chose avec lui par moi-même. J'avais besoin de retrouver un sentiment de fierté et de confiance en ma capacité d'être mère. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, puisqu'en fait, je n'étais pas vraiment seule avec lui. La présence constante des infirmières dans les corridors était rassurante. Certaines d'entre elles commençaient déjà à me reconnaître et à me saluer. Étant la seule patiente sur le plancher avec un nourrisson, il était impossible que je passe inaperçue. Or, au courant de la journée, un incident mineur vint me troubler. Elliot pleurait un peu plus qu'à l'habitude, ses pleurs étant très stridents. Alors que Gerhard et moi tentions de le calmer pendant que je changeais sa couche, je sentis soudain l'impatience monter en flèche en moi, et je me surpris à diriger subitement ma main sur la bouche d'Elliot pour le faire taire. Mais au moment où ma main atteignait ses lèvres, je la retirai immédiatement pour la déposer brusquement sur ma propre bouche. J'étais stupéfiée par ma réaction envers Elliot. Je fondis en larmes. Je m'éloignai de lui en proie à une peur déraisonnée de moi-même et au potentiel que j'avais en moi de lui faire du mal. Je m'imaginais alors maltraiter mon fils sous l'influence de la psychose du postpartum. J'étais désemparée. Ma mère et Gerhard tentèrent alors de me calmer, en me disant calmement que je n'avais pas voulu lui faire du mal et que je n'étais pas dans un état de délire qui me pousserait à poser des gestes dangereux. J'étais sûrement fatiguée et les pleurs d'Elliot me rendaient impatiente. Malgré leurs tentatives pour me rassurer, je ne voulus plus m'occuper d'Elliot pour un bon moment, mis à part l'allaitement. Je ne me faisais plus confiance. Je redoutais mes réactions. Voyant à quel point je prenais cet incident au sérieux, et surtout connaissant ma tendance des derniers jours à trop parler, Gerhard m'encouragea à ne pas en glisser mot aux infirmières. On ne savait pas comment cela pourrait être interprété vers ces dernières, et on ne voulait surtout pas que je sois privée de la présence d'Elliot en guise de protection. Gerhard et ma mère s'assuraient déjà d'être toujours avec moi lorsqu'Elliot était là. Cette réaction de ma part n'était pas coutumière,
Il n'avait pas lieu de s'en inquiéter outre mesure. J'avais juste besoin de me reposer, et c'est ce que je fis. Plus tard dans la journée, le couple qui nous avait visité la veille me surprit une fois de plus par une marque d'attention bien particulière. Mon amie envoya son mari nous porter des repas qu'elle avait préparés pour nourrir Gerhard et ma mère lorsqu'ils étaient avec moi. De la bonne nourriture maison pour remplacer celle achetée au Tim Hortons de l'hôpital. Quelle gentillesse de sa part. Je lui en fus très reconnaissante. Puis, Dr. M, le fameux médecin qui avait été prêt à me retourner à la maison quelques jours plus tôt, fit son apparition pour sa visite quotidienne. Je ne le portais pas très haut dans mon estime, étant donné le mauvais diagnostic qu'il avait posé sur ma condition. Mais chaque jour, je le laissais m'examiner et je répondais poliment à ses questions. Après tout, je n'avais pas le choix. Il était maintenant au courant du diagnostic posé par Dr. Saïd et il devait bien en tenir compte. Mais cette fois-ci, j'avais un but bien précis en tête. Je voulais qu'il lise le manuscrit que j'avais rédigé le matin après avoir reçu ma première dose de médicaments. Je voulais lui faire réaliser comment ma condition m'affectait et à quel point elle devait être prise au sérieux. Je lui remis donc mon manuscrit et lui demandai de le lire. Assise dans le coin de ma chambre d'hôpital, je fixai Dr. M qui lut consciencieusement les 2 pages de mon manuscrit. J'attendais désespérément sa réaction en essayant d'interpréter son silence, ses yeux absorbés par sa lecture et sa main qui glissait tranquillement à l'arrière de sa tête. Pas une fois il ne me regarda. Se sentait-il embarrassé, réalisant l'erreur qu'il avait commise en jugeant mon état? Qui sait? Or, j'étais persuadée qu'il romprait son silence en commentant la sévérité de mon état mental. Les paroles qu'il m'adressa lorsque ses yeux rencontrèrent enfin les miens me transportèrent. Un baume sur mon âme bouleversée par le drame des derniers jours. Tu as du talent. Tu devrais considérer écrire un livre à ce sujet. Je restai sans voix. Il venait de planter une graine d'espoir en moi. En fin d'après-midi, lorsque Gerhard alla reconduire ma mère et Elliot à la maison, je décidai de m'occuper à mon ordinateur en faisant un montage vidéo de mes photos de grossesse et de celles d'Elliot prises depuis sa naissance. Je ne ressentais plus la nécessité de répondre à mes courriels. Je savais maintenant qu'il n'était plus sage de ne rien écrire et de ne rien envoyer de ma propre initiative. J'avais toutefois le besoin de canaliser mon énergie, quelque part, et de produire quelque chose dont je serais fière. J'étais totalement absorbée par mon activité, prenant soin de joindre la musique la plus appropriée pour chaque série de photos, que j'insérais dans mon montage. J'étais tellement fière de ce dernier que je ne pus résister à l'envie d'appeler une infirmière pour le lui montrer, n'étant plus consciente du véritable usage du bouton d'appel. Quand l'infirmière se pointa à ma chambre, elle réalisa rapidement que mon besoin n'était ni urgent ni d'ordre physique. Comme c'était l'heure de pointe et qu'elle était fort occupée à répondre aux demandes plus pressantes des autres patients, elle me dit gentiment qu'elle reviendrait une autre fois. Je compris sa réponse. J'eus soudain suffisamment de clarté de conscience pour réaliser que j'étais totalement emballée par mon projet et que mes pensées, qui s'étaient remises à rouler à grande vitesse dans ma tête, ne tenaient plus compte de la réalité des autres autour de moi. Ce qui pour moi représentait une urgence du moment à partager ne l'était pas du tout pour mon entourage. Mais je savais que Gerhard prendrait le temps de regarder ce que j'avais réalisé. Et je me mis alors à l'attendre avec impatience. Lorsqu'il arriva en début de soirée, nous regardâmes donc ensemble le montage vidéo. Des larmes de deuil coulèrent sur nos joues, en réalisant que nous visionnions la partie la plus merveilleuse de notre vie, avant que l'ombre de la maladie mentale s'apesantisse sur nous. Les photos d'Elliot annonçaient la fin d'un chapitre euphorique, les dernières d'entre elles ayant été prises lors de ma descente dans les abysses de la psychose. Ce que l'avenir réservait pour moi était flou, incertain, et peut-être même un peu angoissant. Mais nous voulions croire que les beaux jours reviendraient. Une fois le visionnement terminé, Gerhard me montra ce qu'il avait apporté avec lui dans l'intention de nous divertir. Il sortit alors de son sac un DVD qu'il inséra dans mon ordinateur. Il avait loué un film avec l'intention de le regarder en ma compagnie à l'hôpital. Je me rappelle avoir été extrêmement touchée par cette marque d'attention de sa part. Je sentis alors que je comptais énormément pour lui,
malgré le fait que je n'étais plus la femme normale qu'il connaissait. Il prenait soin de moi, passant par-dessus les symptômes de folie qui m'assaillaient. Le début du film ne fut probablement pas de tout repos pour lui. J'avais un commentaire à dire à propos de plein de détails sans importance. Les scènes qui défilaient sous mes yeux créaient un flot incessant de pensées dans ma tête qui ne demandait qu'à être exprimées sur le champ. Heureusement pour lui, je pris conscience de mon excitation cérébrale et pour faire cesser mon verbiage incessant, je posai carrément une main sur ma bouche pour me rappeler de me taire et d'écouter. Cette technique fonctionna. Quelques scènes du film nous firent rire aux éclats, ce qui nous procura un grand bien. Une fois notre divertissement terminé, nous nous préparâmes à nous coucher. J'avalai ma dose de médicaments, et avant que je m'endorme complètement, Gerhard vint se coucher en cuillère à côté de moi. La chaleur de son étreinement porta dans un sommeil paisible. Puis il s'allongea sur son propre lit pour la nuit.